Comment ça va? Ça roule, c'est ça. Finir le show d'aujourd'hui, tout ça, ça arrête pas pantoute. C'est ça, vu que je remplace Yann cette semaine, c'est un peu plus spécial, mais ça change d'habitude. Fait que, Oui, ça fait drôle sinon, parce qu'on s'est parlé hier, justement. Je t'ai invité à Yann et Frank, puis Yann est en vacances. Il a choisi une bonne semaine parce que maintenant, c'est ça, il y a beaucoup de slow news days de ce temps-ci. C'est très tellement. tranquille dans l'actualité. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est une tradition de son côté, parce que c'est ça, lui qui est il est conseiller financier. Disons que la période REER, pour lui, c'est un rush pendant quasiment un mois et demi. Puis disons que vers cette période-là, c'est tout le temps là qu'après son rush, que là, il prend une semaine ou deux off avec sa famille, puis il le mérite bien. Là. C'est un peu la récompense du travail accompli. Fait que, non, c'est ça. En même temps, ça fait aussi avec la relâche pour les enfants aussi. Fait que ça fait pour lui. Fait que, non, c'est ça. Puis avec l'équipe qui grandit de plus en plus, puis on commence à. C'est pas la première fois que je le remplace non plus. Je l'ai fait plusieurs fois pour lui, je l'ai fait plusieurs fois pour Frank aussi. Donc, c'est pas mon premier rodéo, mais c'est ça. On s'habitue au fil du temps, puis on s'entraide ici et là. Ouais. Euh, Écoute, présente-toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui n'ont aucune idée t'es qui. Ton parcours, qui t'es. Raconte-moi tout ça. Mon nom est Joey Aubé, j'ai 30 ans, je viens de la région de Chaudière-Appalaches, de Montmagny, pour être plus précis, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Comment on m'a connu? En fait, je suis un tripeux amateur de politique. Vraiment, c'est ça. Je suis podcasteur pour le podcast NF1 depuis plus d'un an et demi, depuis septembre 2023. Sinon, avant ça, j'ai été chroniqueur ici et là dans différentes stations, à Choix Radio X avec Dominique Moret. Également, j'ai certaines interventions avec Yannick Marceau à Boulevard 102 à Québec, pour ceux qui connaissent. Et avant ça, j'ai été chroniqueur pour Samuel Grenier, blogueur sur Facebook. La raison pourquoi, en fait, j'ai passé de nobody à, on va dire somebody, tranquillement mais sûrement, c'est arrivé durant la pandémie. J'étais à l'époque un ancien caquiste. Oui, c'est ça. Combien des gens j'ai été cacu. Je m'étais impliqué en politique juste après leur élection en 2018. J'avais 24 ans et quelques environ. Et c'est ça. C'était la première fois que je m'impliquais dans un parti politique ever. Je me suis toujours intéressé à ça depuis mon plus jeune âge, mais je m'étais jamais vraiment impliqué directement avec ça. Puis à l'époque, c'est ça, la CAQ, le changement, le brisage de l'éternelle valse libéraux péquistes a fait que, bon, ça a l'air d'être le moins pire de la gang. Puis à l'époque, on s'est entendu qu'il clignotait quand même beaucoup plus à droite niveau économie. Je me suis dit, OK, on va y aller avec la CAQ. Ça a fonctionné un bon bout de temps, jusqu'à temps que ça, la pandémie est arrivée. Bien évidemment, au début, on ne savait pas trop comment réagir à ça. On s'est enfermé comme bien des gens et tout ça. Et à partir de février 2021, j'ai commis mon bout que je n'étais plus capable. C'était à la fois, oui, les mesures sanitaires, mais également, il y avait comme un certain, ce que j'appelle, j'aimais appeler le cercle restreint, le inner circle de l'aile jeunesse caquiste, qui ne m'aimait pas beaucoup. Parce que autant j'étais très respectueux envers les autres, mais pour ceux qui me connaissent et écoutent mes interventions, j'ai une grande gueule. Fait que je ne me gêne pas à dire mes opinions de manière polie. Mais même si c'est pas populaire, je tiens mes positions et on peut avoir des discussions, j'ai aucun problème avec ça, mais c'est ça. Puis disons que plusieurs m'avaient envoyé des messages, tu sais, Joey, fais attention à ce que tu dis, de ci, de ça. C'est jamais directement, c'est tout le temps des sous-entendus, des petites affaires comme ça, alors que il y avait certaines personnes dans les jeunesses caquistes que j'adorais beaucoup, que je respectais, qu'il y en a que j'aimais moins un peu. Et disons que de fil en aiguille, puis un peu de bitchage ici et là, puis il y a eu une époque aussi, c'est ça, avec la pandémie qui a fait que j'en ai eu plein mon casque. Puis à l'époque, c'était vraiment pour retourner dans le banc des spectateurs. J'avais aucune intention de rejumper dans un autre parti politique. Je voulais vraiment prendre un pas de recul pour continuer. Mais ce que je savais pas, c'est que j'ai un ami collègue qui est journaliste local dans le coin de la Côte-du-Sud, s'appelle José Soucy, qui était à CMA TV à l'époque. J'ai parlé c'est quelqu'un que je parlais beaucoup de politique avec, puis j'avais annoncé que j'avais quitté la CAQ. Et il m'avait dit, veux-tu que j'écrive un article là-dessus dans le journal local? Je suis comme, bon, OK, garde-toi, là, tu sais, ça peut faire rêver 2, 3 personnes, c'est correct, mais je pense pas que ça va aller tant loin que ça. Finalement, ce que je savais pas, c'est qu'il connaissait Éric Duhem. Et il a envoyé le texte à Éric, et Éric l'a partagé sur sa page Facebook, qui est suivi énormément. Et en même pas une heure, j'ai reçu, je pense, 3, 4, 5 demandes d'entrevue. Dominique Moret par la suite, que j'écoutais déjà, Samuel Grenier également aussi, et puis un autre podcast que je connaissais pas. Éric Duhem m'a contacté directement par la suite. Et je suivais déjà un peu Éric Duhem et le Parti conservateur du Québec, mais un peu sur le coin de l'œil. Je suivais ses discours, puis j'y adhérais de plus en plus, mais disons que j'ai jamais eu la réelle pensée de vouloir le rejoindre. Mais après une semaine et quelques de réflexion, puis c'est ça, de vouloir dire, OK, qu'est-ce qu'il propose et tout, puis je me suis dit, OK, let's go, on y va, on switch avec le PCQ. Surtout qu'à l'époque, c'était un mois avant que la course à chefferie se conclue, parce qu'Éric n'était pas encore chef du parti à l'époque. Puis disons que j'avais appris avec la CAQ, parce que quand j'étais rentré avec la CAQ, tu sais,
la majeure partie de la jeunesse se connaissait depuis déjà des années, depuis les tout débuts, depuis 2012. Ils ont vraiment fait des travails de longue haleine. Et disons que je suis arrivé un peu après la grande victoire, là, puis je voyais la différence réellement au niveau des contacts, au niveau de juste du climat en tant que tel, que du nouvel arrivé. Puis je me suis dit, OK, si je rembarque dans un parti, je vois vraiment qu'il faut que je starte au début. C'est ça qui va plus m'avantager aussi, au-delà de l'intérêt politique puis le fait que j'adhère aux idées, bien évidemment. Fait que j'ai embarqué là-dedans et ce qui est arrivé avec Samuel Grenier, c'est qu'il m'a invité à l'origine juste pour savoir j'étais qui. Je suivais un peu aussi ses interventions durant la pandémie et à la suite de notre intervention, de mon entrevue qui dure environ une demi-heure, une heure, je crois, il m'a proposé un poste de, tu sais, qui était pas salarié, mais un poste de venir sur son show une fois par semaine les jeudis soirs. Être chroniqueur politique. C'est ça qui a commencé. J'ai créé ma page Facebook publique par la suite. Puis tout au long de la pandémie, je faisais mes chroniques. C'est comme ça que j'ai eu la pseudo-notoriété commençante auprès de certains électorats sur les réseaux sociaux. Arrivé par après Yann et Frank, que j'étais déjà un auditeur de longue date. Ça a commencé via Dominique Morin un peu à Radio X une fois de temps en temps. Ensuite, j'ai commencé à parler à Frank via les réseaux sociaux. Par la suite, ils ont voulu m'inviter au segment En toute liberté, qui n'existe plus maintenant, mais qui a commencé avec d'autres des chroniqueurs du PCQ, Karim El Ayoub, Jacinthe Evarel, Jonathan Poulain, Pascal Derry. J'étais le seul qui n'avait pas été un ancien candidat du PCQ qui avait été dans cette liste de chroniqueurs-là. Je faisais ça les jeudis également aussi, les jeudis matin avec Yann, pendant que je faisais mon cours de radio au CRTQ. Et c'est ça. Puis de fil en aiguille, au fil que je faisais mon cours de radio, puis je m'en allais potentiellement faire de la radio FM, Yann me proposait un offre d'emploi chez Yann et Frank, puis j'ai accepté, puis c'est là que je suis depuis, c'est ça. Puis peut-être terminer en disant au niveau des études, c'est ça, j'ai un AEC en animation radiophonique et web du Collège Radio-Télévision de Québec, sinon j'ai fait mes sciences humaines au Cégep de Lévis. Je commençais mes sciences politiques à l'Université Laval durant la pandémie, que j'ai fait à distance 3 cours, mais ça m'a un peu turn off, puis disons que j'avais fait j'étais un méchant décrocheur scolaire, j'avais décroché de l'école en début de secondaire 5 en 2011, puis j'avais travaillé pour mon père qui était laitier distributeur pendant de nombreuses années. Par ensuite, j'ai fait un retour aux études par la suite. Mais c'est ça, j'étais rendu à un âge que je ne pouvais pas me permettre 2-3 autres années sabbatiques, fait qu'il fallait que je décide quelque chose. Je me suis dit, je vais aller dans la radio, parce que comme vous pouvez entendre, plusieurs disaient que j'avais une certaine voix radiophonique. Et disons que je suis embarqué là-dedans et j'ai vraiment adoré ça. Je suis tombé comme Obélix dans le chaudron en position magique. Et depuis ce temps-là, c'est ça, je fais de la com, puis je commente la politique, autant sur les réseaux sociaux que dans diverses stations de plus en plus. Puis également aussi, je suis co-porte-parole du mouvement Génération Ambition avec Héloïse Coulombe, qui est un mouvement transpartisan de jeunes hommes et femmes au Québec de droite, tout acabit, droite économique, droite nationale, parce que je voulais vraiment redonner une parole aux gens et aux jeunes que dans les médias traditionnels que je voyais carrément absentes. On parlait beaucoup aux jeunes, mais majoritairement à des jeunes plus de gauche, montréalocentriques, très éco-anxieux. Et je dis pas que ces jeunes-là n'existent pas. Par contre, je trouve que il manquait un autre côté de la médaille. Fait que c'était un peu le but du mouvement également aussi. Fait que c'est ça. Je fais ça ici et là. Puis pas mal ça. Ben, Rémi Villemur était de passage au podcast il y a quelques semaines, puis il disait justement que c'est totalement faux de penser que les jeunes sont woke. Il dit peut-être, oui, comme tu dis, à Montréal, c'est vraiment... Il dit, moi, je me promène, je parle aux jeunes, puis c'est pas du tout le pouls de ce que je ressens, en fait. Puis là, on le voit, en fait, même avec les chiffres. Puis pas seulement au Québec, là, c'est vraiment... On l'a vu avec l'élection américaine et tout ça. Il y a vraiment... Le shift culturel se passe pas nécessairement sur les plateaux télé là, que nos parents écoutent. Là, je dis souvent, même les gens de mon âge n'ont pas eu le mémo, je le répète depuis plusieurs émissions, mais du vibe shift, de ce qui est en train de se tramer en dessous. On a eu la chance hier de parler de culture, puis de subventions, puis tout ça, puis qu'est-ce qui est comme organisé par l'élite, puis par l'élite, je sais pas si c'est le bon mot, mais bon... La clique du plateau, selon certains. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on faisait le parallèle entre le punk des années 70, tu sais, puis je pense pas que les Sex Pistols sont nés nécessairement d'une enveloppe gouvernementale, tu sais. C'est la question que je me pose depuis 2 ans. Où sont les punks? C'est pas normal que tous les artistes se positionnent de la même façon et qui sont soudainement pro-gouvernement, pro-establishment, pro-pharma, pro-mesures sanitaires. Il y a personne dans ces milliers d'artistes-là, dans toutes les disciplines, qui se positionnent même de façon centre. C'est tellement absurde. C'est une très longue question. Je m'en excuse, mais toi, parle-moi de ce mouvement-là, de la jeunesse, puis de ce
punk-là qui se trame. Je ne parle pas punk musical, mais punk dans l'attitude puis dans la philosophie. Il y en a beaucoup qui ne l'avaient pas compris à Yann et Frank quand j'en avais mentionné. Rebelle. Il me disait que je n'étais pas punk. Je dis non, musicalement, je suis pas punk. Je suis peut-être un peu plus folk country, mais je me pose la question, puis quand on se trouve entre nous autres, ben c'est comme s'il faut que ça se on n'en parle pas trop, on peut pas donner nos opinions politiques, c'est comme dangereux d'être moindrement classiquement de gauche même, tu sais, ou plus au centre. Non, absolument. Ou à droite, carrément. La droite sont les nouveaux rebelles aujourd'hui, clairement. Là, la fameuse phrase de Vivek Ramaswamy durant la dernière campagne américaine, il dit, vous voulez être rebelle, vous voulez être anti-système, il dit, allez dans un campus de collège américain, mettons à Berkeley, puis criez haut et fort que vous êtes un conservateur, mettons chrétien, ou juste conservateur whatsoever, vous allez vous faire rabrouer. On voit clairement qu'il y a eu un chiffre depuis le début des années 2000. Si on se rappelle dans les années 90, en tout cas, j'étais très jeune, je suis quand même né en 94, mais j'ai quand même vu l'actualité par la suite en vieillissant. C'était vraiment la guerre contre la droite religieuse, le Don't Ask, Don't Tell dans la même américaine. Puis, on se rappelle de l'époque, les Carlin de ce monde, et compagnie, tous les humoristes étaient contre même les Bill Maher avec son show Politically Incorrect à l'époque dans les années 90, disait carrément que c'était ça, les genres de conservateurs establishment, c'était les vieilles moustaches grises chrétiennes, républicaines de la Bible Belt, puis de ça, puis les Rick Santorum de ce monde, la censure de ça, puis puis là, ça a vraiment switché. Il y a eu une époque plus social-démocrate progressif qui a eu ses bénéfices, mais ça a vraiment dérapé. Il a été trop loin, puis là, il y a un retour du balancier comme il y a toujours avec ces mouvements-là. Et à cette heure, c'est les Musk, c'est les Trump, c'est... Au Québec, clairement, on voit peut-être on va être un peu plus en retard comme sur tous les plans, mais ça va finir par nous toucher, que les gens plus à droite, que ce soit fiscalement, je pense pas que au Québec, on a un côté assez spécifique, c'est que la droite sociale est quand même elle est présente, mais elle est très rare, là. La majorité des gens qui se disent de droite au Québec sont soit de droite, je dirais plus nationale, un peu comme Rémi Villemur d'ailleurs, qui est davantage la langue, l'identité québécoise, des trucs comme ça, la laïcité et tout ça. Pas que je compte nécessairement ces principes-là, mais moi, je suis plus un gars de droite fiscale. Vraiment plus au niveau de l'économie, de l'État le plus petit possible, quoi que ce soit. Fait que je pense que c'est vraiment... on voit clairement que les nouveaux punks, c'est carrément ça. Et comme tu le dis, les médias traditionnels sont en retard pas mal. On se demande pourquoi... D'un, ils nous parlent plus. Fait que, c'est la raison pour qu'on les écoute plus. C'est quand tu nous parles uniquement qu'à une certaine frange d'une certaine génération beaucoup plus âgée, qui est encore dans leur genre de mentalité d'il y a 20, 30, même 40 ans, ben c'est sûr que tu touches pas les nouvelles générations, surtout pas au niveau des discours, puis même leur pseudo-ouverture aux discours alternatifs. Je ne vais pas prendre d'exemple nécessairement, mais à Radio-Canada, la quantité d'intervenants qu'il y a et la quantité de ceux que je considère même de mon bord, entre guillemets, puis c'est très large, là, même de droite. T'as Dimitri Soudas, qui, selon moi, oui, ça dépend des jours. Là, je dirais que il fait partie de la droite radio-canadienne, la droite semi-autorisée, c'est comme le conservateur de service, entoure ça pour M. Soudas, là, parce que c'est ça, on voit que des fois je suis d'accord, des fois je suis pas d'accord. Avant, il y avait Jacinthe Tabarel, puis Rodolphe Ossini, qui tous les deux ne sont plus là aujourd'hui, puisque supposément que c'est des méchants Trumpistes, ça n'a plus d'allure. Fait que les seuls qui restent, c'est Soudas, d'une fois de temps en temps, Christian Dufour, qui est là une fois semaine les mercredis avec Patrice Roy, et de temps en temps, la conjointe de Mathieu Bob-Côté, que son nom m'échappe complètement. Karima Brick. C'est ça. Fait qu'il y a 3-4 personnes sur des dizaines et des dizaines, je peux toutes vous les nommer, là, Paul Journet, Michel Séroger, Michel Courchaine, Hélène Buzetti, puis toute la gang au grand complet. Puis je comprends qu'il y a des degrés. Il y en a qui sont plus à gauche, d'autres sont plus centre-gauche, mais on reste quand même dans la même mentalité, dans le même pattern. Puis tous ces gens-là prônent, on peut peut-être trouver certaines petites différences ici et là, mais tous ces gens-là prônent un État toujours plus fort, un État toujours plus gros. C'est moi ce que j'appelle dans mon jargon personnel la méthode Ginette Renault. Là. C'est un peu plus haut, un peu plus loin, je veux aller encore plus loin. C'est toujours plus d'État, plus de fonctionnaires, plus de dépenses, plus de ci, plus de ça, puis ça va finir par marcher. Non, c'est pas de même, ça marche. On le voit clairement qu'on s'en va dans le mur, puis c'est pas en garochant plus de cash sur le problème que ça va le régler. Surtout en plus que c'est du cash qu'on n'a pas. Et si, au lieu de vouloir, focuser davantage sur créer des nouvelles sources de revenus avec les ressources naturelles, avec l'investissement étranger, au lieu d'envoyer un fuck you à Amazon puis de rendre notre territoire vraiment pas agréable pour les entrepreneurs ou l'investissement privé, on fouille, on continue de trouver davantage de nouvelles sources de revenus. Là, t'as même la chaire de fiscalité de l'Université de Sherbrooke qui embarque dans la patente. Ah oui, on pourrait encore augmenter la taxe sur l'essence. On pourrait mettre une nouvelle taxe sur les boissons sucrées. Puis ci, puis ça. Toujours gratter un peu plus. Écoutez, j'ai acheté un nouveau char récemment.
qu'est-ce que ça fait qu'on paye encore une taxe sur un véhicule usagé au Québec? Il est déjà taxé, le char. C'est déjà fait. Mais on le plaque encore. Ben, le prix de l'immatriculation, du renouvellement des plaques, on le paye quasiment x2, x3 par rapport aux autres provinces. Fait qu'on essaie de tenir ça à bout de bras, mais à un moment donné, ça va finir par casser. Puis c'est justement les jeunes générations qui vont finir par en abattre. C'est pas une boutade de ce que Éric Duhaime ou d'autres disent qu'on va être la génération qui va vivre plus pauvre que celle de ses parents depuis la première fois de l'histoire moderne. C'est pas de la bullshit. Il l'écrivait il y a 10 ans dans son premier livre qu'il avait écrit, L'État contre les jeunes. Ça arrive pour vrai. Et justement, ces générations-là plus âgées qui ont eu le gros bout du bâton, ben pensez donc à l'avenir un peu. Pensez à vos enfants, à vos petits-enfants, que justement, ils n'ont plus le moyen de s'acheter une maison, puis qui sont moins en moins sociales, puis qui perdent un peu espoir en l'avenir. Puis c'est d'ailleurs pour ça que le mot génération, on dit ambition là-dedans, parce qu'il ne faut pas voir... Je comprends qu'on a des défis. Le but, c'est pas de les renier, mais c'est pas justement... C'est un peu comme la question des changements climatiques. Là. On est comme tout en mode quasiment poule pas de tête, on court partout, c'est la fin, c'est l'apocalypse. Tu décides de savoir, mais si tu veux régler le problème, ça te prend une tête froide. OK, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? On se met autour de la table, on trouve des solutions. Je comprends que c'est pas facile, mais il faut avoir un plan de match avant de continuer. Tu sais. Fait que je pense que en donnant une vision plus positive, en disant que non, il y a des solutions pour rendre ça meilleur, c'est pas une fatalité en soi. Je pense que c'est un discours qui va être davantage, qui est de plus en plus apprécié par des gens qui sont beaucoup plus jeunes, puis qui méritent justement d'être parlé davantage dans l'espace public. Moi, je pose la question, en fait, est-ce que la gauche veut des solutions? Est-ce qu'on n'est pas pris dans un engrenage, tu sais, de finalement, il y a des jobs qui se créent à essayer de trouver des solutions, mais une fois qu'ils sont trouvés, on perd la job, fait que c'est un peu un catch-22. C'est une bonne question parce que on a un c'est le fun d'être indigné, c'est le fun d'être victime, c'est le fun. Tu sais, je comprends totalement ce sentiment-là, puis c'est hypnotisant. Et une fois qu'on a cette religion-là de vouloir juste call out, comme en ce moment, notre religion, c'est détester Elon Musk alors qu'il était de notre bord dans le temps. Ouais, c'est ça. On aime tellement détester les choses, puis c'est ça qui est séduisant, c'est ça qui génère cette... C'est la description, ça me fait beaucoup penser, on a un point en commun, on est tous les deux des fans de Jimmy Dore. Je suis un grand, je le suis depuis plusieurs années, de son époque à TYT, puis avant ça, moi j'appelle ça, c'était la gauche d'avant, là, c'est la gauche justement anti-grosse compagnie, anti-DEI, pro-travailleur, la gauche. Autant que je suis pas d'accord avec 100% de toutes ses positions, il est embarqué dans l'affaire de Mars à côté, là, mais je trouve que sur le côté anti-establishment, il est vraiment sur le bullseye, puis la gauche a carrément perdu ça. Puis c'est pour ça que beaucoup de gens, même des gens plus à droite, le rejoignent, parce qu'à un moment donné, ça se retrouve. J'écoutais également aussi Tim Pool, que j'aime beaucoup regarder, le podcasteur américain qui avait j'avais regardé un montage de ça dure 4-5 minutes. À un moment donné, il a décrit sa définition lui-même de ce qu'est le wokisme. Puis si je traduis rapidement en français, le wokisme, c'est l'adhérence, c'est l'adhérence sectaire à l'orthodoxie sociale de la gauche. En gros, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas uniquement, oui, c'est relié, au diversity, DEI, puis gender theory, puis tout ça. Oui, il y a ce côté-là, mais c'est plus loin que ça. C'est parce que, tu sais, comme tu le dis, l'adhérence anti-Elon Musk ou pro-Ukraine à côté, puis regarde, ça, c'est un autre débat complètement, mais c'est juste le fait d'adhérer sans nécessairement penser, c'est une adhérence sectaire. I support the current thing. Là, OK, le méchant de cette semaine, c'est ça. Pourquoi? Non, tout le monde dit que c'est le méchant, donc c'est le méchant. Embarque dans le rang. C'est même pas une question de complot ou quoi que ce soit, c'est quasiment une version comme subconsciente, un peu, OK, clairement, en s'informant à 2-3 places, tout le monde dit la même affaire, mais ça doit être ça. Non, mais fouille un peu plus, mes amis. Là. Fait que je pense que c'est une adhérence très sectaire, puis je pense qu'il y a encore, ils sont pas nombreux, Jimmy Dore c'en est un, mais il y en a d'autres également au Québec, tu sais. Ça dépend des fois, mais je trouve que Marie-France Bazot, elle l'est un peu aussi de temps en temps, pas tout sur tous les sujets, mais des fois, je trouve qu'elle a comme un côté gauche traditionnel, qui revient de temps en temps quand même. Elle, des fois, elle s'était plaint que ça faisait quasiment canceller par la gauche wokiste parce que justement, elle n'était pas assez progressiste à son goût, alors qu'elle se disait très à gauche. Fait qu'on voit vraiment que la fenêtre d'Overton bouge tout le temps. Je pense qu'elle existe encore, mais je pense qu'on est vraiment à une époque où c'est justement l'establishment, c'est la gauche désormais. Là. Ou du moins une gauche corporatiste, comme tu dis, pro-Big Pharma, pro-guerre. Alors que justement, il n'y a même pas 50 ans, c'était à l'inverse. Les hippies, contre la guerre au Vietnam, tout ça. On a tellement... t'as pas besoin de reculer 50 ans. Je veux dire, si t'écoutes, même il y a des discours qui sont sortis récemment de Clinton puis d'Obama. Ben oui. Tu sais, par rapport à l'immigration, puis c'est plus MAGA que MAGA. Là, je veux dire, à l'époque, oui. Puis là, on parle des années 90, 2000, là, avec Obama. Absolument. Fait qu'on voit clairement que parce que beaucoup de gens me posent la question des fois, ils disent, comment êtes-vous
comment vous, M. Aubé, êtes-vous devenu un homme de droite? Au début, je ne savais pas trop comment répondre à ça. J'ai essayé de répondre un peu, OK, je m'intéresse à l'idée, de ça. Mais finalement, je me suis dit, non, c'est que la gauche nous a abandonnés un peu. Là. C'est dans le sens que, puis, moi, je me suis jamais considéré quelqu'un de gauche. Autant premièrement, je suis ouvertement gay. Fait que c'est sûr que sur les questions plus, peut-être la question trans, il y a des débats à avoir aussi. Là, je suis pas à 100% all-in sur tout ce qui se passe là-dessus, mais je suis pro-mariage gay, je suis pro-choix, sur plein de questions de ci, de ça. Puis c'est ça en général, aider les plus démunis, je suis prêt à avoir une conversation là-dessus. Mais techniquement, dans le monde, je pense que je suis la représentation de ce que je veux avoir dans l'endroit où c'est que je me trouve présentement. Est-ce que si j'aurais tout ce que je voudrais dans l'État du Québec qui est présentement aujourd'hui, que, par exemple, l'État serait beaucoup plus, le Doge serait passé, l'État serait dégraissé, le privé aurait davantage de place dans nos vies, il y aurait une saine compétition entre le public et le privé, les syndicats, leur hégémonie sectaire serait carrément brisée, ils seraient toujours là, mais il n'y aurait pas l'omnipouvoir qu'ils ont aujourd'hui, les élus seraient davantage représentés, il y aurait une Assemblée nationale beaucoup plus diverse en termes d'opinion, il y aurait des médias pour compétitionner, Radio-Canada puis Québécois, vraiment de droite économique comme une genre de TQS dans le temps, mais en tout cas mieux faite. Je me considérais peut-être plus un genre de libéral classique, centre-droit comme gars, tu sais. Mais là, on me voit quasiment comme un gars d'extrême droite parce que c'est un peu ce que, par rapport à la solution que j'amène. Alors que moi, je voyais ce qui se passait aux États-Unis, puis j'ai suivi et j'ai appuyé, à distance, mais la campagne de Bernie Sanders de 2016-2020. Tu dis, non, Joey, Bernie Sanders, le communiste, de ci, de ça. Ouais, mais le gars, là, ça a changé, là, il m'a complètement trahi, ce bonhomme-là. Je ne trace plus mes mains aujourd'hui, c'est rendu un shield d'establishment, mais à l'époque, c'était lui le candidat anti-establishment de la gauche, que tout l'establishment l'ont couillonné par 2 fois. Puis lui, je vois, aux États-Unis, ils ont le problème inverse que nous autres. C'est que là-bas, le privé est trop hégémonique. Ici, c'est l'inverse. C'est le gouvernement qui est tout dans nos vies. Fait que je voyais les drames qui se passaient, les compagnies pharmaceutiques qui avaient une hégémonie sur le prix de l'insuline. La même Christie de bouteille, même compagnie qui coûtait 10 fois le prix de ce que ça coûte au Canada. Je voyais des jeunes hommes dans la vingtaine qui ont dû rationner leur insuline, qui en sont morts. Je me dis, ça n'a pas de bon sens, t'sais. Ça prend un rééquilibre des forces, là, t'sais. Fait que c'est pour ça que j'appuyais ce gars-là et son mouvement et son middle finger à Hillary Clinton puis à Joe Biden, toute la gang. Et c'est pour ça que je me considère, je suis avec Éric Duhem, puis je suis au Parti conservateur du Québec aujourd'hui. Oui, parce que je crois en mes idées. Je suis pas un genre de caméléon qui change d'opinion politique aux 2 secondes, c'est pas ça. Mais je fais une analyse de ce que l'État québécois a de besoin, selon moi, selon mes idées présentement. Ça prend un rééquilibrage. Puis présentement, les outils d'équilibre qu'on a de besoin, excuse-moi, mais c'est pas Québec solidaire, mais pas pantoute. C'est pas le PQ pantoute avec son mode l'éternel social-démocrate. C'est pas le Parti libéral du Québec qui est plus libéral depuis X temps. Hashtag make the PLQ liberal again. Ils sont dans le mode, ils répètent uniquement les liners que les journalistes leur envoient, puis ils disent oui, puis non, puis il n'y a rien de nouveau qui sort de là. Puis la CAQ, on n'en parlera même pas avec le bilan qu'il nous a présentement, on ne veut pas que ça continue. Fait que le seul qui fera une réelle réforme de l'État puis qu'une réelle critique du modèle, c'est le PCQ. Fait que j'embarque avec eux autres. Puis oui, j'ai des valeurs personnelles. Mon père était laitier, travailleur autonome pendant 34 ans comme laitier. Il y a eu ses fins de semaine. Il y a eu, je pense, 8 semaines de vacances en 34 ans. Puis il y a 4 de ces semaines-là, c'est moi qui l'ai remplacé. Fait que j'ai quand même été élevé avec des valeurs, je dirais pas traditionnelles, je dirais normales dans le sens que, si tu veux, attends-toi pas des autres pour te nourrir, ou de faire ce que tu as besoin de faire. Si tu veux travailler et avoir des résultats, mais tu dois travailler fort, de savoir être débrouillard, de se gérer par toi-même, puis respecter les autres, puis la méritocratie, puis de ça, de pas te laisser plier les pieds, toujours être toujours méfiant de ce qu'on te propose nécessairement, autant au niveau des gouvernements qu'au niveau des institutions. Fait que, je vois pas ça comme une politique nécessairement extrême, là. Aujourd'hui, c'est quasiment vu comme du fascisme, alors que je pense que ça en dit davantage sur vous autres que déraillé complètement. Ça rappelle le fameux meme qu'Elon Musk avait tweeté il y a ça plusieurs années. C'est que le gars était considéré comme un gars de centre-gauche, mais la gauche a tellement jumpé ou sprinté à gauche qu'il est rendu quasiment comme un fasciste aujourd'hui. Ça fait que ça montre clairement que c'est ça, les cadrans bougent. Ouais, mais tu parles de, tu sais, tantôt tu parlais d'authenticité, puis même toi à la CAQ, tu sentais des gens qui te disaient attention à ce que tu dis, tout ça, puis on l'a vu même hier avec, tu sais, il y a comme un message qui a circulé de plein de gens au Parti démocratique, puis c'était comme un template qui suivait pour répondre toute la même affaire, puis là, ils mettaient tout un par-dessus l'autre, puis c'est comme si on n'avait pas appris notre leçon, mais tu sais, tu parlais de Bernie Sanders tantôt, puis je pense que c'est là qu'on se rejoint aussi beaucoup, c'est moi aussi, dans ce temps-là, ce que j'ai vu, c'était l'authenticité de ce gars-là, un mouvement grassroots, des gens qui donnaient 22 piastres, tu sais, à sa campagne. Aucune contribution de Wall Street, puis du Big Pharma, tu sais, c'était
ils remplissaient des arénas. Tu sais, c'était un mouvement tellement pur et OK, on veut goûter à quelque chose d'autre que l'establishment. Puis c'est ça qui a séduit complètement la gauche, puis beaucoup de gens qui étaient au centre, qui étaient libertariens même. Puis là, soudainement, les gens, c'est comme si, en tout cas, les gens n'ont pas eu le mémo que la même chose s'est reproduite avec Robert Kennedy Jr., Oui. s'est reproduite avec Bernie Sanders, même en 2020. Ils l'ont retassé encore alors qu'il y avait le vent dans les voiles. Puis là, il y a beaucoup de gens, il y en a qui n'ont pas comme embarqué dans l'autobus, là, mais il y a beaucoup de gens qui ont passé de Bernie Sanders à tranquillement, pas vite, à faire « Wow, attends une minute, là, le candidat establishment, c'est Trump 2.0. » Avec, puis Jimmy Dore avait dit ça, sa coalition avec RFK, Tulsi Gabbard, Vivek Ramaswamy, Elon Musk, tout plein d'anciens démocrates avec des républicains. Moi, si tu m'avais dit il y a un an, c'est qui ton dream team, là? Tu sais, va chercher du monde dans deux équipes, puis fais-toi un All-Star. C'est pas mal ce qu'on a en ce moment. Je me dis, c'est hallucinant. Puis c'est ça, si les gens peuvent même réaliser, puis Dore avait dit ça, puis j'avais trouvé ça brillant, que la campagne Trump en ce moment est en train de faire campagne à gauche de la gauche. Tu sais. On n'est pas backé par les Cheney puis les Bush puis les. Mais non, c'est ça. C'est ça qui est le plus drôle, c'est que justement, on entend les discours à Radio-Canada, puis dans les médias traditionnels, puis même classique, le CNN, MSNBC, que c'est quasiment un gouvernement, tu sais, jamais aussi à droite que jamais existé. Tu sais, George Bush père, même Reagan, ça se compare pas. On est dans le fascisme dictateur, ça. Alors que dans les faits, c'est sûrement le gouvernement dit républicain, mais on s'entend que c'est un gouvernement MAGA, là. On n'est plus du tout à l'époque de Rick Santorum, puis de Mitch McConnell, puis toute la gang. C'est sûrement le gouvernement le plus centriste qu'on n'aura pas vu depuis des décennies. Mais faut-il dans un monde parallèle pour penser qu'on est proche du fascisme puis d'Adolf Hitler, le Trump Derangement Syndrome, à quel point, écoute, on en parle dans le podcast aujourd'hui, tu l'as pas, c'est ça, t'étais pas là, Jason, mais Jean-Marc Léger, de la firme Léger Marketing, gars d'une famille de longue date de souverainistes péquistes, et Nicole Léger qui était ministre, son fils Philippe Léger aussi, et tout ça, il a pris une photo qu'il a publiée sur son Twitter hier avec une calotte « Canada is not for sale ». Jean-Marc Léger! Hey, on est rendu à une époque où c'est que le Trump Derangement Syndrome est tellement fou-braque que t'as des fiers souverainistes qui sont en train de cheerer pour le Canada. Faut-tu que ça déplogue quelque chose, les fils se touchent quelque part dans la tête? Tu sais, moi, ça me flabbergasse. Puis c'est pour ça, après ça, à chaque année, il y a tout le temps un fameux sondage. Les gens, il y a encore une baisse de la confiance des médias envers la population envers les médias traditionnels. Ça a encore baissé de 5%. On va parler au président de la Fédération des journalistes, puis à un expert en communication de telle université pour nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Puis à toutes les fois, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est pas... Ouais, on devrait... je pense qu'on est dû pour une réelle introspection. Il va falloir se regarder dans le miroir et voir peut-être une part du blanc. Autant que oui, il peut y avoir des gens qui sont un peu fou-braques, là, mais je pense qu'il faut checker vraiment notre travail. Non. C'est bon, oublie ça. Non, en fait, c'est les gens. Les gens sont perdus. Les gens sont c'est la désinformation. Hein, c'est les réseaux sociaux. Les gens sont trop caves pour comprendre notre travail fabuleux que nous faisons, nous les journalistes. Là, je le dis un peu paraphrasé, bien évidemment. Ils disent pas ça mot pour mot, mais c'est carrément ça que ça veut dire. Il y a aucune capacité d'introspection whatsoever, alors que ils se rendent compte qu'ils se font manger le lunch par les podcasts, les médias alternatifs comme toi, comme nous autres avec Anne et Frank, etc. Fait que le début, ce qu'ils font, classique, ils nous ignorent. T'sais, on nous parle pas. À la limite, on dit la droite de Québec ou certains gens sur les réseaux sociaux, on nous nomme même pas, on nous ignore. À un moment donné, ça va arriver qu'ils pourront plus nous ignorer. En fait, il y a une microscopique fenêtre d'ouverture le soir de l'élection de Trump. Là. Je me rappelle, on avait notre émission spéciale, j'écoutais Radcan puis Québécois Underside, puis il disait ouais, finalement, Joe Rogan, les podcasts, j'entendais Emmanuel Latraverse puis toute la gang, puis même du côté de Patrice Roy, que ouais, Joe Rogan, les podcasts, la nouvelle réalité, puis les médias, il va falloir penser, checker ça. Ça a duré 12 heures. Après ça, c'était fini, c'était retour en mode Trump, Orange Man Bad, puis c'est un fou braque, tout ça. Il y a une petite période que ça a sorti de l'eau, puis c'est rentré aussi vite, aussi profond qu'avant, sinon plus. Fait que je pense que... C'est pour ça que moi, je suis pas en faveur de la subvention, du financement des médias.
Je comprends qu'il y a des enjeux au niveau des médias locaux. À la limite, ça pourrait être carrément un enjeu à part, mais on voit clairement que ça garantit un contenu de faible qualité puis qu'il n'y a aucune introspection pantoute parce que c'est plus les gens qui te financent ou qui t'encouragent. Tu es artificiellement subventionné. Et le but de vouloir dire, genre, à cause des GAFAM et tout ça, il faudra sauver notre industrie. Non! C'est la meilleure chose. Vous pouvez pas le faire qui meurent, ces gens-là. Ben, figurativement parlant. Puis mon but, c'est pas qu'il n'y ait plus aucun média mainstream au Canada ou au Québec. Mais par contre, c'est comme le fameux phénix. Si tu veux qu'il renaisse de ses cendres, mais laisse-le crever. Tu sais, si tu le fais pas crever, si tu le tiens sur le respirateur artificiel, puis tu lui permets pas de faire un renouvellement, fait que tant qu'aussi longtemps que vous le gardez le même modèle, ça changera pas. Fait que faut, tu sais, à un moment donné, il faut que faut souffrir si on va aller au paradis, tu sais, à un moment donné. Fait que c'est un peu ça. Mais je pense que de plus en plus, puis regarde, tu parlais de Rémi Villemur, je pense qu'il s'en rend compte aussi, puis il essaie de faire ça tranquillement avec de ce qu'ils font à Cube Radio au Québécois, ce qui est pas mauvais. Par contre, comme on dit dans le podcast, nous autres de notre côté, c'est qu'on disait qu'ils sont comme déchirants en deux auditoires. Tu as comme l'auditoire du journal dans l'Empire québécois qui est vraiment davantage fixé sur les baby boomers, qui sont vraiment anti-Trump à côté, puis tout ça, puis un profond anti-américanisme profond, puis anti-conservatisme, ou en tout cas très peu favorable à nos idées. Et de l'autre bord, t'as Cube qui est davantage comme l'autre côté, qui parle davantage au plus aux 18, 34, 35, 54 ans, que c'est carrément le discours inverse avec les Stéphane Bureau, Rémi, toute la gang. Fait que je me suis dit, OK, mais là, faut vous décider, là, c'est à qui vous voulez jaser. Là. Je comprends que vous voulez parler aux deux, à un moment donné, vous allez vous contredire. Là. Fait que Pirate Can, on n'en parle même pas, parce qu'on sait très bien qu'il parle à un seul et même personne, puis c'est pas des gens comme nous pantoute. Ouais, c'est vraiment fou ce qui est en train de se passer. Puis moi, j'ai trouvé comme une façon aussi, des fois, pour bypasser le TDS, comme on dit, Trend Derangement Syndrome. Puis, des fois, c'est juste de s'arrêter, puis arrêter de s'obstiner, puis juste faire, OK, mais c'est quoi l'alternative? Est-ce que tu vis dans un monde où tu penses vraiment que l'alternative, on recule au 5 novembre 2024, c'était Kamala Harris, Tim Walz. Est-ce que, mais tu sais, je parlais du All-Star Team tantôt. Mettons, j'avais le choix. Est-ce que je la prends dans mon équipe? Tu sais, est-ce que je veux qu'elle représente le pays? Est-ce que je veux que cette personne-là aille faire des discours à l'international? Je veux dire, c'est hallucinant de penser que cette alternative-là, on a beau pas aimer Trump, mais est-ce que c'était vraiment mieux pour l'Occident, je veux dire? C'est quand même assez capoté. Non, aucunement. Puis écoutez, c'est comme ça avec tout en passant. C'est comme ça avec Israël, Hamas. Tu sais, OK, là, on comprend. Vous aimez pas Israël, vous êtes antisémite, vous aimez pas Bibi Netanyahou. C'est quoi l'alternative? C'est ça, on peut aimer Israël puis pas aimer Netanyahou en passant. Hein. Absolument. C'est pas un package deal. Là. Mais non, absolument. On a passé à deux doigts d'une catastrophe. Sérieusement, là, regarde, on ne saura jamais, là, mais si Kamala Harris aurait rentré, ça aurait selon moi dégringolé énormément le tissu social américain. Puis autant que c'est ça, là, la joke de guerre civile, tout le monde la sort à toutes les 3 semaines. Je n'irais peut-être pas jusque-là, mais ça aurait peut-être précipité les premiers pas vers quelque chose comme ça, ou du moins vers une genre de clash occidental vraiment à ce niveau-là. Mais là, heureusement, on ne s'est pas rendu là. Non, vraiment, mais c'est un peu comme il y avait un animateur de ESPN, je ne me rappelle plus son nom, je pense que c'était Scott quelque chose, je ne vais pas me tromper, qui est un démocrate, mais il avait dit dans l'émission de Bill Maher, il y a de ça plusieurs semaines, il disait que ça montre clairement le message que les Américains ont envoyé, c'est qu'ils trouvaient que Donald Trump, en tant que personne, était plus dans ce qu'ils considèrent de normal que ce que Kamala Harris et Tim Walz représentaient. C'était une femme qui refusait, qui était incapable de parler comme un être humain plus que 2 minutes et demie. Encore là, je suis généreux, là. Qui était robotique, qui a refusé l'entrevue avec Joe Rogan, l'entrevue avec le Time Magazine. Tous les candidats, que ce soit démocrates, républicains, ont toujours accepté l'entrevue du Time Magazine. Elle l'a refusé. Il faut-tu qu'elle soit faite en papier, cette fille-là, que tu fais juste souffler dessus toutes ses fronts? Sérieusement. Puis c'est au-delà de son sexe, de sa couleur de peau. Ça n'a rien à voir. Ça aurait été chose, là, comment s'appelle l'ancien ministre des Transports, là, son ancien candidat démocrate. Pete Buttigieg. Buttigieg. Ça aurait été Pete Buttigieg, j'aurais eu le même comportement, j'aurais la même analyse. Littéralement la même. Mais là, on voit clairement que les démocrates ont tenté, en tout cas l'establishment démocrate a tenté d'hijacker l'élection en ne créant aucun processus démocratique qui ont permis à leurs électeurs ou à leurs membres de voter pour leurs candidats. Ils sont vraiment, je pense que présentement, la gauche mondialement commence à traverser du désert.
Et comme n'importe quel pendule, dans peut-être 10, 20, 25 ans, ce pendule-là va revenir. Un peu comme on l'a vécu avec Claire Reagan, puis par la suite, c'est ça, George Bush père, puis après ça, il y a eu les Clinton qui ont embarqué, qui est encore là, Bill Clinton était assez un centriste là, par rapport à l'époque. Puis après ça, il y a eu des gens plus à gauche. Fait que c'est ça, c'est l'éternel rebondissement de tout ça. Fait qu'il va y avoir l'ère Trump, peut-être J.D. Vance par la suite, ou un Vivek, ou même un RFK qui va peut-être se représenter par la suite, qui va continuer cette genre de dynastie-là. Puis, à un moment donné, justement, cette coalition-là qui est autour de Trump, à un moment donné, quand Trump sera plus là, bien évidemment, ça va devenir de plus en plus fragile, puis on va finir par se casser, c'est inévitable. C'est toute bonne chose a une fin, malheureusement. Puis c'est là que justement que les démocrates, je pense que tant aussi longtemps que l'establishment actuel démocrate reste présent, qu'il n'y aura pas un réel ménage de nouvelle génération, là, le changement ne se fera pas. T'sais, tant que Nancy Pelosi, Chuck Schumer, même Bernie, Elizabeth Warren, la gang de la squad des OC qui sont des progressives in name only depuis qu'ils sont fait élire, qui ont couillonné leur mouvement, ne se feront pas tasser. Ces gens-là, il n'y aura aucun changement, ils vont stagner. Je sais pas si tu as écouté le discours du State of the Union hier, le discours de Trump au Congrès américain hier soir. C'est fou, là. Les démocrates, pour ceux qui ne connaissent pas, le discours du State of the Union, c'est très partisan, c'est plus pour se bomber le torse, pour dire qu'on a fait des choses extraordinaires, puis souvent le président en place, que ce soit démocrate ou républicain, invite des gens dans la galerie pour les honorer. Souvent, c'est des policiers, des anciens soldats vétérans, des fois, c'est des membres de leur famille qui est décédée, et bien souvent, les deux côtés de la Chambre, démocrates comme républicains, applaudissent à l'unisson vers viser ces gens-là, parce que c'est pas de la partisanerie, t'sais. Mais je te dis, à moins que je me trompe, et vous me corrigerez, la seule fois que j'ai vu les démocrates de tout le discours applaudir, c'est quand Trump parlait de l'Ukraine. Il y a un petit garçon de 13 ans qui a survécu à un cancer du cerveau que Trump, parce qu'il voulait comme devenir policier, puis Trump, pour lui faire plaisir, il a comme donné son agent, il est devenu comme un agent honorifique du Secret Service du président. C'est très beau, là. Puis les démocrates n'ont pas applaudi ce jeune-là. Il y a quelqu'un il y avait un ancien... une femme qui était emprisonnée, je pense, en Russie, ou la mère d'un des prisonniers en Russie qui était présente. Les démocrates n'ont pas applaudi. Je veux dire, dans quel monde vous vivez sacrément? Surtout, en plus, même Elon Musk. Que vous soyez contre le Doge, alors qu'il a son mandat très clair, puis il va se terminer en début de l'été, là. Le fait de vouloir dégraisser la machine, puis de vouloir éliminer les dépenses inutiles, ça devrait être unilatéral, ça devrait être non partisan pendant tout, mais malgré ça, ils défendent la machine. Parce que justement, la majorité de ces gens-là, la quasi-totalité, reçoivent toutes des dons de justement le complexe militaro-industriel de Wall Street, de Big Pharma. C'est leur porte-parole. C'est pour ça que le Congrès a un des taux d'approbation les plus bas à travers toutes les institutions américaines. C'est principalement à cause de ça. C'est Puis on est vraiment à une époque, autant on peut parler de podcasting, mais dans tous les domaines, Jason, que ce soit en politique, artistique, podcastique, communication, name it. Je vais reprendre les paroles d'un très honorable réalisateur de films américains, Robert Meyer Burnett, qui disait « Authenticity is the currency of the future ». L'authenticité est la monnaie de l'avenir. C'est vraiment que vous soyez à gauche, à droite, que peu importe dans quoi vous allez aller, l'authenticité, c'est ce que les gens recherchent aujourd'hui. Ils sont prêts à écouter du contenu plus long avec des gens que, oui, font des erreurs. Oui, des fois, ils disent un mot tout croche ou ils se trompent, mais ça montre qu'ils sont humains. Ça montre qu'ils peuvent se tromper. Puis comme j'ai toujours dit, c'est j'ai commu avec la génération que j'ai grandi puis que j'ai vécu, je suis davantage méfiant de gens qui me proposent des choses en habit, veston, cravate ou en belle robe parfaite, qui disent jamais un mot de travers, qui ont toujours des grands sourires, puis ont jamais supposément un défaut qui leur sort de la tête, que des gens que, oui, sont un peu foubraques, oui, un peu comme RFK, ils ont fait des erreurs, puis ils ont sacré le cadavre d'un ours en plein milieu de Central Park à un moment donné, puis c'est carrément stupide. Mais ces gens-là, ça montre que, justement, sont imparfaits. Puis j'ai plus tendance à truster ces gens-là imparfaits que des grands hommes, c'est un peu comme Pascal Praud appelle les hommes gris, là, les grands bureaucrates hommes gris, hommes et femmes d'ailleurs, là, qui disent qu'ils sont merveilleux, puis sont parfaits, puis disent jamais un mot de travers, puis qui parlent un français extraordinairement bien expliqué. Mais bien souvent, c'est ces gens-là qui font le plus de dommages envers la population, puis envers nos vies, puis qui nous font le plus chier en bon québécois. Fait que je pense que un jour, peut-être, ça sera l'inverse, ça reviendra peut-être à la normale, mais présentement, c'est dans le monde dans lequel on vit, puis c'est ça. L'authenticité is the name of the game. Ah, les gens sont obsédés. Il n'y a personne qui a écouté 30 minutes d'une entrevue avec RFK. Je veux dire, tu fais ça, puis tu dis, waouh, c'est vraiment quelqu'un d'intègre, de curieux, de sensible. C'est pas un anti-vax, le gars. D'éloquent, c'est pas un anti-vax, mais là, la machine est partie. Ah oui. Non, c'est vraiment, vraiment hallucinant à quel point que. Puis il n'y a personne en plus.
il faut se le rappeler, là, c'est quelqu'un qu'Obama a considéré pour le EPA. C'est quelqu'un qui a nettoyé la rivière du Hudson, qui a fait tellement des ravages au niveau. C'est un gars qui a actionné les grandes pétrolières, qui a déjà actionné même Donald Trump. C'est quelqu'un qui avait tellement de bien pour l'environnement, qui a tellement fait de bien. Puis ça me ramène à une incapacité de beaucoup trop de gens à faire la part des choses. Tu parlais du Doge tantôt, tu parlais d'Elon Musk. On recule en arrière ou même si on peut prendre le Québec pour revenir plus petit, si c'était Ruba Gazal qui proposait un genre de Doge pour aller voir les pots de vin puis les enveloppes puis voir la corruption, puis tout le monde serait pour ça. Là. Je veux dire, si tu recules en arrière, si c'était Tulsi Gabbard qui était la candidate démocrate, mettons, après le débat qu'elle avait eu avec Harris, qu'elle se présente, puis bon, ça va être la présidente au Parti démocratique. Elon Musk n'a jamais appuyé Trump. Puis finalement, il engage ce gars-là pour aller voir, on fait un Doge, exactement la même chose. Tout le monde serait debout ses tables en train d'applaudir. Tu aurais Colbert qui l'inviterait à son émission, puis parle-nous de ce que tu as trouvé, que la corruption, puis qu'est-ce qui se passe d'un bord comme de l'autre. C'est tellement hypocrite. Je veux dire, ça donne mal à la tête de voir tous ces cerveaux cassés se manifester alors qu'ils n'ont pas suivi la game. Jamais. Absolument. Elle m'a dit, comme j'ai entendu Tim Pool dire hier, c'est plus une question de je suis pour ou je suis contre quelque chose, c'est je suis pour tout dépendant de qui le fait. Ouais. Si ça aurait été, mettons, Joe Biden qui aurait annoncé un équivalent du Doge, peut-être pas avec Elon Musk, mais un équivalent semblable avec la bureaucratie, tu aurais toutes les mêmes démocrates, Bernie, Elizabeth Warren, tout le caucus en clappant, c'est merveilleux parce que c'est nous autres qui le fait. C'est pas une question des idées, c'est la guerre des clans. Puis au Québec, on a un peu ça aussi, hein. Regarde, la meilleure preuve, j'en parlais souvent avec le docteur Karim El Ayoubi, que j'avais plusieurs chroniques avec lui dans le podcast En toute liberté. Les fameuses histoires des équipes volantes, là. Des agences de placement d'infirmières privées dans le réseau de la santé qui sont même pas 3-4% des heures travaillées ou même du personnel qui font affaire avec ces agences-là pour combler dans différents hôpitaux, différents centres hospitaliers à travers le Québec et qui reviennent quand même cher au gouvernement, mais ces jeunes femmes et hommes-là qui travaillent pour eux autres, c'est plus pour avoir un équilibre rapport travail-famille et tout ça. Puis ils ont dit non, il faut arrêter ça, il faut faire la guerre à ces agences-là, ça n'a pas de bon sens, c'est un système public, tout ça. Mais qu'est-ce qu'ils proposent à la place? Des équipes volantes. C'est quoi les équipes volantes? En fait, c'est la même affaire que les agences de placement privées, mais publiques. Donc, c'est la même affaire, mais il y a un stem de la fleur de lys sur le front. Puis, oui, c'est vrai, les syndicats ont leur cotisation, là. Ben tout s'explique, bien sûr. Là, c'est correct. Là, c'est apprécié. Là, c'est honorable. Ben oui, c'est de l'hypocrisie. Et c'est vraiment... On est vraiment dans l'absence de nuances. C'est la joke que je fais, c'est pas vraiment une joke, mais c'est le seul l'exemple que je peux trouver, c'est qu'on vit vraiment dans un monde de 50 nuances de gris. Sans vouloir faire de pun un peu. Lâchez-moi avec le binaire ou le non-binaire, que tout blanc ou tout noir. C'est vraiment... Prends-moi pas pour un cave. Lâche-moi avec l'autre, c'est un épais de ci, de ça. Puis oui, il peut y avoir des points que je suis pas d'accord ou qui est carrément dans le champ, mais généralement parlant, il y a des bons points ici et là. Genre, tu sais, même tous les gens, comme on parlait de Jimmy Dore, il y a des points sur Jimmy Dore que je suis zéro d'accord avec, mais je continue de l'écouter pareil parce qu'il y a certains points que je trouve qu'il y a une analyse qui est très, très poussée là-dessus. Même chose avec Tim Pool, même chose avec Patrick Bet-David, ou même Tucker Carlson. J'en prends comme j'en laisse. That's it, that's out. Fait que, ce qu'on a eu surtout des médias traditionnels, c'est qu'ils sont soit ultra binaires ou qui essaient de nous spinner un narratif dans leurs articles, tu sais, tel le chef du parti, rappelons que ce parti, chef d'un groupe d'extrême droite, non. Dis-moi la nouvelle, je vais faire mon idée. Sac-moi patience de vouloir me dire ce que je devrais penser, ciboire. Excuse-moi, là, c'est que je pense que le monde sont à bout aussi de beaucoup, beaucoup de choses, puis c'est un peu là que la perte d'information se fait. Étrangement, c'est même pas une question qu'on haït le monde journalistique, vitam aeternam. Des gens comme Thomas Gerbet, les fameux fouilleurs qu'on voit de moins en moins aujourd'hui, beaucoup des gens, je dirais, de mon équipe, de mon clan politique, si je puis dire, l'apprécie, ce gars-là, parce que pour le travail qu'il fait, parce qu'il ose fouiller. À l'époque, c'était Michel Morin avec l'histoire des contrats d'Hydro-Québec, puis d'autres, puis Michel Hébert de son vivant, puis J-Jacques Sanson de notre époque aussi. Fait que je pense que c'est vraiment ça. On est vraiment... On voit l'analyse puérile par rapport... J'ai eu une plus grande analyse de l'interaction entre Zelensky et Donald Trump qu'il y a eu dans le bureau ovale il y a quelques jours d'un humoriste britannique qui s'appelle Konstantin Kessin, qui a son podcast Trigonometry. J'ai une plus grande analyse neutre et indépendante de lui, alors que lui-même dit qu'il est pro-Ukraine,
que de Charles-Philippe David, directeur de la chaire de recherche sur les États-Unis Raoul d'Endurant de l'UQAM, que leur job principal, c'est faire de la recherche puis d'analyser les États-Unis, politique américaine, université. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Il y a de quoi qui ne marche pas. Là. Tu sais, je veux dire, il y a une lâcheté et une mollesse qu'on prend les gens pour des épais puis on leur sort du fast-food en termes d'information au lieu de prendre le temps de cuisiner de quoi qu'il y a de l'allure. Et de tant qu'aussi longtemps qu'ils vont le faire, les médias traditionnels vont continuer à s'enfoncer. Puis je suis désolé, c'est pas, peu importe la quantité de subventions que vous allez sauter dessus, ça en finit qu'il n'y a personne qui va les écouter à part la dernière génération plus âgée qui les écoute encore. Fait que je pense que, puis aussi, puis je vais terminer là-dessus, je pense vraiment qu'on est à une époque, c'est pas uniquement au Québec en passant, c'est vraiment internationalement, là, on est à une époque aujourd'hui où c'est que les mots ne veulent plus rien dire. On est vraiment dans une version vivante en 3D de la fable du garçon qui criait au loup. C'est l'exemple que je donne souvent, c'est que quand Yuri Chassin a quitté le caucus de la CAQ, puis a fait sa conférence de presse, puis il est devenu député indépendant, tout ça, oui, Yuri a toujours été un gars fièrement à droite, économiquement. Parce que moi, de la manière que je calcule l'échiquier politique, dans ma vision politique, il y a des gens de centre-gauche, centre-gauche, à gauche, très à gauche, extrême gauche. Même chose de l'autre bord. Fait que c'est centre-droit, à droite, très à droite, extrême droite. Moi, je considérais Yuri à droite. C'est à droite, fiscalement parlant. Pas un extrémiste, mais il est fièrement campé sur ses positions. C'est pas un fou. C'est une vision légitime de la politique qui peut être analysée, mais on peut être d'accord ou pas. Et là, le panel de Radio-Canada de Gérald Filion sort la journée d'après pour commenter ça avec monsieur, l'ancien boss de la CSN, puis 2-3 autres, c'était ça, commentateurs et compagnie. Toute la gang, alors oui, Yuri Chassin, on sait que c'est un libertarien, hein, la politique trumpiste libertarien, très, très à droite, là. Puis moi, je suis comme, tu veux rire? Puis tout le monde me dit, ah ouais, t'as raison, ouais, mais je suis prêt à gager 100$, là, je mets ça sur la table, là, on vous prend les 4-5 à part, on vous donne une feuille avec un crayon, OK, écris-moi ta définition de libertarien. Je te jure, Jason, les 5 ont une définition différente. Parce que c'est même plus des mots qui veulent décrire quelque chose. C'est que quand on dit, mettons, le président conservateur d'extrême droite, ça veut plus rien dire. C'est le président méchant, très méchant, excessivement méchant. C'est juste ça. Le milliardaire controversé. Exactement, controversé. C'est juste du sauce, extra sauce, méchant, très méchant, attention, très méchant. Alors que premièrement, c'est impossible d'être un conservateur libertarien. Parlez à n'importe quel prof de Sciences Po d'université, il va vous comprendre que ça marche pas. De un. Et c'est avec tout. C'est avec libertarien, c'est avec extrême droite, c'est avec fasciste, c'est avec raciste. Écoute, je viens d'une époque, quand j'étais très jeune, dans les années 90, et même avant, traiter quelqu'un de raciste dans l'espace public était une insulte excessivement grave. Fallait que tu appuies tes propos. Tu lançais pas ça à voler comme ça, à va comme je te pousse. Aujourd'hui, c'est comme des bonbons. On lance ça de même, oui, raciste, ça. Puis ce qui est le plus chiant, c'est que ces gens-là qui décrivent puis qui font l'alerte, attention, l'extrême droite s'en vient, les barbares descendent des collines. Mais le pire, c'est qu'ils s'aident pas parce que le jour où c'est que les vrais fascistes vont se pointer, les vrais racistes vont se pointer, on les verra même pas arriver. Parce que vous aurez tellement crié fasciste, extrême droite, Hitler, libertarien ou whatever tellement souvent que le jour où c'est que la vraie sentinelle va vraiment crier au loup pour les bonnes raisons, il y a personne qui va bouger, il y a personne qui va s'en rendre compte. Non seulement ça, les gens vont les encourager et les cheerer. Là. Je veux dire, on l'a vu avec le 7 octobre 2023. Absolument. Moi, c'était vraiment un point tournant quand ça s'est arrivé. Puis j'ai vu le footage, puis j'ai vu des citoyens de Gaza et le Hamas et tout ça se filmer, puis être fiers d'appeler leurs parents, dire « Hey, j'ai tué 9 Juifs », puis la mère au téléphone qui est toute fière de lui. Je me disais, bon, finalement, il y a un incident qui vient de se produire, une savagery, quelque chose de catastrophique qu'on va tous pouvoir se rallier puis dire hey, ça là ça va être comme le 11 septembre que tout le monde se regarde dans les yeux puis faire ouf, OK, on vient de manger un coup tout ensemble, là. Il faut qu'on dénonce ça. Puis encore une fois, je voulais pas avoir la position contrariante, mais je vais oh mon Dieu, c'est moi qui est dans le champ encore, ça a l'air. T'sais. Ben, même chose avec un autre exemple, c'est le fameux 6 janvier. T'sais, au début, quand c'est arrivé, moi, je disais, ça n'a pas de bon sens, voyons donc, tabarouette, autant Trump pas perdu, mais ça
tu pouvais pas faire ça, là, tu sais, à faire l'assaut du Capitole, puis attaquer du monde, puis casser des vitres. J'étais complètement contre ça. Puis je me rappelle, à l'époque, je pense que c'était peut-être une semaine après, je me rappelle plus si c'était le Wall Street Journal ou le Washington Post. Parce qu'un des grands médias écrits avait fait un genre de documentaire minute par minute de toutes les. Il avait récolté genre des centaines de footage de caméras de cellulaires de manifestants, de caméras du Capitole pour faire un genre de minute par minute, qu'est-ce qui se passe. Tu sais, genre, OK, j'écoutais ça, je me dis, waouh, ça n'a pas de bon sens. Mais finalement, ce que Tucker Carlson nous a sorti via le Speaker of the House, Mike Johnson, OK, non, c'était pas toutes les footages. Oui, je comprends, il y a vraiment eu des vitres qui ont été cassées, il y a vraiment eu des fous qui ont vraiment attaqué les policiers, puis ça s'est bardassé d'un bar. Mais il y a un autre bar aussi que les portes étaient grandes ouvertes, puis le fameux QAnon shaman, là, le gars avec la casse d'accordes, il rentre là, il casse pas de vitre, il y a 15 agents de sécurité autour de lui, ils font quasiment une visite guidée du Capitole, puis oui, il y a eu 2-3 caves qui ont été dans le bureau de Nancy Pelosi, mais la majorité du monde rentrait là-dedans comme c'était un genre de tour guide, là. J'ai dit, OK, je comprends, je nie pas qu'il y a eu de la violence, mais je me dis, c'était pas... Puis surtout la fameuse joke, même Joe Rogan en parlait. Premièrement, censé être des notes d'extrême droite milice armée pro-gun, mais le jour aussi qu'ils veulent renverser le gouvernement américain, ils ont tout oublié le gun. C'est comme drôle d'adon, pareil, hein, tu sais. Fait que déjà, c'est comme OK. Je trouve que c'est beaucoup plus nuancé. Encore là, est-ce que j'endosse? Est-ce que j'aurais voulu que ça se passe autrement? Absolument. Quand c'est arrivé, c'est arrivé. Mais l'histoire de Trump, c'était un plan depuis le début. Même, il y a eu des footages de Nancy Pelosi qui a délibérément empêché la garde nationale de se pointer de plus de bonheur pour que la crise augmente en termes d'intensité, pour qu'ils puissent s'en servir, les démocrates, par la suite, politiquement. Ça a tout été prouvé. Il y a des footages de ça. Mot pour mot, absolument. Mais encore là, aujourd'hui, on dit que c'était une insurrection de la part du président américain. Il y a plein, même vu que tu connais Jimmy Dore, tu dois connaître Matt Orfella, Jason, là, le monteur. C'est un des gars qui fait beaucoup de vidéos puis de montage, qui est un ancien animateur, pas animateur, mais partisan de Bernie Sanders, qui avait fait plusieurs montages pour lui, puis il avait fait un montage justement par la suite, parce que c'est ça, il était rendu plus du côté à Jimmy, puis pro-Trumpiste, en tout cas dans ce coin-là. Il a fait un montage de toutes les citations de Trump durant la journée, ses tweets, ses déclarations, genre « Go peacefully, make your voices heard, be peaceful ». Puis il avait fait le montage des commentateurs, Rachel Maddow, Name dit « Ah, il a dit c'est une insurrection, il a dit à ces gens-là d'aller violemment, tout ça », pour montrer que c'était carrément une pure hypocrisie, tu sais. Fait que c'est un exemple parmi tant d'autres de vraiment de trucs qui sont « OK ». Finalement, c'était plus nuancé qu'on pensait, tu sais. Mais encore là, est-ce qu'on cherche... Dans le monde de nouvelles en continu qui doivent durer moins de 2 minutes et demie dans lequel on vit, ces gens-là ne cherchent pas la nuance. C'est carrément du tout cuit tout noir, du tout cuit absolument. Puis il faut que ce soit le plus simpliste possible. L'autre, c'est un fou. Elle, c'est la nouvelle scène qui est arrivée en ville. C'est arrivé ci, c'est arrivé ça, c'est catégorique. Puis je comprends. Il y a des faits qui sont catégoriques. À un moment donné, je suis pas dans la Kellyanne Conway puis les faits alternatifs. Non. À un moment donné, les faits sont les faits. Par contre, je pense que le fait de ne même pas vouloir creuser, de vouloir savoir réellement ce qui s'est passé des deux côtés, je pense que ça affecte l'intégrité journalistique puis leur confiance envers les gens. T'sais. Mais tu sais, toutes ces informations-là, tout le brut, le signal, ça se passe sur X, je veux dire, depuis des années, puis avec tout le mouvement des Twitter Files, puis tout ce qui se passe. Puis de là, le problème, c'est que ça devient un cercle vicieux. On dit aux gens, quittez cette plateforme parce que ça penche pas de notre bord ou je sais pas quoi, alors que n'importe qui peut se joindre à cette plateforme-là, avoir un débat. Les intellectuels, les auteurs, les journalistes sont tous là. Le Free Press fait un travail colossal avec des gens de tous bords, tous côtés du spectre politique. Et puis, on nous dit, quittez cette plateforme-là, alors ne regardez pas ce qui se passe dans le signal brut. Puis après ça, nous, on va vous interpréter ce qu'on a vu sur X, puis on va vous dire vraiment ce qui s'est passé en vous utilisant les mots, comme tu dis, le milliardaire controversé, puis le fascisme, puis le nazi. On va vous spinner un narratif qui nous fait bien, là, puis on va vous faire manger ça par rapport. T'as absolument raison. Puis c'est drôle parce que toutes les études montraient clairement qu'avant le rachat, l'ancien Twitter, on voyait clairement qu'il y avait un débalancement qui était davantage plus démocrate que républicain. Et on voit clairement, depuis qu'Elon Musk est là, c'est rendu du moitié-moitié, mais pour eux autres, c'est quasiment comme l'arrivée de la droite. Mais moi, tu n'as jamais vu, mon ami, là, tu sais, c'est carrément ça. C'est un peu comme au Québec, là, au Québec, tout ce qui est de centre-droit, c'est quasiment vu comme du fascisme, mais c'est parce que tu n'as jamais vu, mon ami. C'est parce que ces gens-là sont des fous. Si tu as tellement vu de la gauche tout le long de ta vie, c'est normal là-dessus. C'est normal que tu vois carrément ça autrement. Je l'ai vécu durant le convoi des camionneurs. Moi, j'avais pas été à Ottawa, mais j'avais été aux deux que Québec avait fait la ville de Québec avait fait de leur côté. J'avais vu ça live sur YouTube. Quand sont arrivés les
leader du convoi, là, je pense que c'était Tamara Lynch, puis une couple d'autres, avait fait une conférence de presse dans un hôtel adjacent du Parlement, en anglais. Il y avait beaucoup de journalistes de partout, francophones comme anglophones, qui ont dit, écoutez, on n'a pas beaucoup de temps pour répondre à vos questions, voici pourquoi on est là. On veut ouvrir un canal de dialogue avec le gouvernement fédéral à cause des mesures sanitaires, nanana. Puis un gars qui s'était présenté, il dit, moi, je suis un ancien, je pense, soldat de la GRC, ou en tout cas un truc comme ça. Puis s'était présenté le jour 1. La nouvelle est sortie quasiment une semaine et demie après, alors que moi, je l'ai vu dans un live YouTube sans aucune contrainte. C'est pas derrière un paywall pantoute. Et ce qui m'avait plus frustré, c'est qu'il y avait un journaliste que je l'ai reconnu. Je ne savais pas c'est quoi son nom, mais je l'ai reconnu parce qu'il y avait des masques à l'époque. Il y en a qui avaient des motifs spécifiques sur leurs masques, qui étaient là. Je l'avais vu. Puis les gens avaient spécifiquement dit on n'a pas le temps de répondre à vos questions, mais on va revenir plus tard. Je l'ai vu plus tard dans la même journée par la Paul Larocque, live à TVA. Il dit, ah oui, il y a une conférence de presse, ils n'ont pas dit grand-chose, ils n'ont pas voulu répondre à nos questions. J'étais comme, oh, tabarouette. Quand tu vois ça en live, tu dis, ça n'a pas de bon sens, la désinformation qui arrive. Puis tu sais, même l'histoire du fameux drapeau nazi ou drapeau confédéré qu'il y a eu dans cette manifestation-là, je dis pas que c'est pas arrivé. La seule affaire, c'est que l'exemple que je donne tout le temps, c'est qu'un an avant, je ne sais pas si tu te rappelles la fameuse histoire du vol de Sunwing là, avec la gang de jeunes là, qui s'étaient tous restés debout là, durant le vol, puis avaient pris des photos, puis des selfies, puis les Québécois avaient quasiment spiné 3 semaines là-dessus. Je me suis dit, OK, traitez-moi de conspi, là, mais avec une photo de ces jeunes-là, on a su leur nom, leur âge, ils habitaient où c'est qu'ils étudiaient, quasiment leur numéro d'assurance sociale, où c'est qu'ils travaillaient, en tout cas quasiment toute leur vie au grand complet, leur état financier, tout ça. Mais tu es en train de me dire que le 10 porte-étendard de ce drapeau nazi-là, puis ce drapeau confédéré-là, on n'a jamais su c'était qui. Tu trouvais pas, il me semble que surtout que si vous êtes aussi outré, vous devriez mettre ce gars-là en front page journal le lendemain pour expliquer à quel point c'est un Mongol, puis il vient de l'Ontario ou de l'Ouest, je sais dessus, moi. On n'a jamais su c'était qui. Ben, c'est drôle à quel point que les gens sont capables de spotter un drapeau nazi dans le fond d'une manifestation, dans le coin droit sur 15 000 drapeaux, là. C'est ça, mais sauf qu'ils sont incapables de spotter un nazi depuis 1 an et demi avec le 7 octobre, puis je veux dire, des gens qui chantent dans la rue qu'on veut un intifada, puis que c'est les propos les plus antisémites que j'ai vus, alors qu'il y a un spike de 680% d'antisémitisme au Canada. Il y a eu un papier là-dessus, un document là-dessus dans le Free Press il y a quelques semaines. Je pense que c'était par Terry Glavin, un journaliste canadien. C'est juste totalement absurde à quel point on choisit nos flèches, puis on n'est pas capable, on est juste incapable de voir les bons coups, les mauvais coups de chaque bord, puis de caller out la bullshit quand ça se passe de notre côté, puis dire « Wow, attends une minute, là, vous allez trop loin ». Il y a vraiment un lavage de cerveau. C'est plate d'utiliser ces termes-là, parce que c'est vrai que ça donne quasiment des munitions pour utiliser les grandes platitudes qu'après ça, on peut se servir. Ah bon, conspi, anti-vax. En tout cas, et j'en passe. Je pense que beaucoup de ces gens-là sont quand même, entre guillemets, sauvables. Je pense que, comme dit tantôt, le fameux, c'est l'adhérence à l'orthodoxie sociale de la gauche. Beaucoup de gens le suivent par adon. C'est pas nécessairement des plus grands défenseurs. Tous les gens qui suivaient le DEI ou l'équité, diversité, inclusion sont la majorité de ce monde-là. C'est juste que, ah non, je pense que c'est correct. Des gens de différentes couleurs. Puis absolument, je n'ai rien contre ça. Mais c'est plus pour dire ses opinions en public, surtout des opinions qui sont vraiment contrariennes, comme on dit depuis le début de notre intervention, plus rebelles. Ça prend un certain courage. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui l'a. Il y a tellement de gens durant la pandémie qui nous disaient « Ah, continuez de faire ce que vous faites, moi je peux pas vous le dire. » Je suis comme « c'est un peu à cause de ça qu'il n'y a rien qui change, mon ami. » Je comprends, mais à un moment donné, il faut que tu prennes des risques. Là. Je comprends, t'as des dettes, t'as des familles, t'as des enfants à charge, je comprends, mais si tu veux pas que ça s'empire, il faut avoir du courage de ses convictions aussi, puis on le voit clairement. L'exemple le plus récent, j'ai sauté ça hier, c'est Guillaume Abatiello de Pizza Salvatore. Il a été à la vision de Marie-Louise Arsenault. Il a fait une vidéo TikTok pour parler à quel point justement la culture, puis on l'écoute ensemble dans le podcast avec Ken et Frank. Puis là... Mais en contexte, les gens qui savent pas de quoi on parle. C'est ça, c'est qu'en gros, il a été dans l'émission de Marie-Louise Arsenault à Radio-Canada pour parler de lui principalement. Puis autour de lui, il y avait plein de panels qui étaient majoritairement pour la culture. Tu avais Mathieu Lacombe, le ministre québécois de la culture. Puis ça, présentement, il y a vraiment une croisade de vouloir continuer. La culture manque d'argent, ça prend davantage de subventions, la culture manque d'argent. Et lui, c'était comme le seul entrepreneur, je dirais, de droite de tout le panel. Puis il a fait l'émission.
Et en revenant dans son char, il a fait une vidéo pour dire que ça n'a juste pas de bon sens. Ces gens-là pensent vraiment, ils ne seraient pas en affaires si ils pensaient comme ça. Quand moi, les gens vont plus me voir dans mes restaurants, je commence pas à dire au gouvernement donne-moi de l'argent, ça va pas bien. Je commence à vouloir fouiller pourquoi ils viennent pas me voir. Y a-t-il problème au niveau de la qualité de mes produits, au niveau marketing, quoi que ce soit. Fait qu'il expliquait ça. Et bien évidemment, il y a eu le traitement qu'on donne aux gens d'affaires ou des entrepreneurs qui osent parler de leur opinion politique, non establishment en public, mais ils se font faire un tour de coffre de char médiatique avec le TVA, Journal de Québec. Puis même le ministre lui-même qui a répondu dans ses propres réseaux sociaux pour dire que ça n'a pas de bon sens, puis que la culture, c'est pas de la pizza. Puis tu vois clairement, là, les gatekeepers, là, les gardiens du temple, là, on les voit. Là, on les voit clairement. Là. C'est les médias traditionnels, c'est pas mal la classe politique actuelle, c'est les centrales syndicales, c'est tous ceux qui prônent le statu quo, littéralement, mais sûrement. Et c'est ça qui est le plus fou de toute cette histoire-là, c'est que c'est vraiment... Beaucoup de ces gens-là, je pense, comme je dis tantôt, sont sauvables. Et je pense que c'est uniquement quand, on le voit clairement, c'est depuis que Trump est rentré, les mêmes gens qui l'haïssaient il n'y a même pas 2 ans, c'est rendu chez ses grands chumés, le Tim Cook de Apple, tout d'un coup, il n'y a plus rien à dire contre Trump, il a investi aux États-Unis. Enfin, je pense que c'est une question de savoir dans quel côté le vent souffle, puis l'influence que ça donne. C'est un peu plate, on aimerait ça que tout le monde respecte ses convictions, puis que, se tienne debout, puis que d'accord, pas d'accord. Malheureusement, on ne vit pas dans ce monde-là. Fait que je pense que c'est via le rayonnement de ces gens-là. Puis je pense qu'on s'en va vraiment vers une bonne période, sérieusement. Là. Trump est comme un peu la première, sa présidence qui doit être sa dernière, va vraiment amener davantage de popularité. On l'a vu avec l'AfD en Allemagne qui finit 2e. Je ne suis pas 100% expert de la politique allemande. Mon but, c'est pas de dire que j'endosse 100% de ce qu'ils font. Là. Je pense qu'ils représentent davantage des gens qui ont plus le droit. Alex Karp du groupe Palantir en parlait. C'est un Américain, mais qui a étudié, qui a habité beaucoup en Allemagne, qui dit la raison pour qu'il y a aussi de gens qui adhèrent à ce parti-là, c'est pas nécessairement parce que c'est des fascistes ou des néo-nazis, c'est que tous les partis politiques dits establishment, les verts ou les plus conservateurs chrétiens centristes, c'est qu'à cette heure, ils ont comme une genre de cordon sanitaire que si, mettons, par définition, si l'AfD est pour une restriction des frontières, par définition, toutes les autres vont être à l'inverse. C'est carrément binaire quand tu y penses. Par définition, ils ont le champ libre pour parler de plein d'enjeux qui touchent beaucoup de gens, comme l'immigration, comme la gestion des frontières, comme le réarmement, la défense, quoi que ce soit. Ils ont le champ libre. Fait que tous ces gens-là vont là-dessus. Fait qu'on voit la même chose aussi avec Nigel Farage, avec le Reform Party au UK, que le gars, on le traite quasiment comme un gars d'extrême droite. Puis c'est le gars qui parle, c'est un vrai conservateur. C'est un genre de Tory, mais vraiment un conservateur qui se tient debout. Puis que il veut une immigration réglementée, puis une frontière qui se tient debout, puis qu'il n'est pas... Je ne traiterai jamais ce gars-là de raciste. T'sais. On voit clairement que ça se peut que ce soit prochainement lui, le prochain premier ministre du Royaume-Uni. Puis là, on va voir Marine Le Pen en France potentiellement, qui n'est pas parfaite, là, qui est là depuis trop longtemps, puis selon moi, elle est de droite sociale, mais d'économie très socialiste. Là, fait que ça, c'est pas 100%. Mais on a déjà Giorgia Meloni aussi, puis Javier Milei en Argentine. Fait que je pense que tranquillement, il va y avoir cette nouvelle mode-là, nouvelle tendance vraiment de ces leaders-là qui vont émerger de plus en plus. Le Québec, ça va finir par arriver un jour. Malheureusement, comme dans bien des trucs au Québec, on est en retard après les autres. Ça va prendre 10 années de plus, mais on va finir par l'avoir, j'ai l'impression. Il y a l'El Salvador aussi avec Bukele. Oui, Bukele. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment, moi tout, je trouvais, autant qu'on peut traiter ces politiques de radical, parce que c'est vrai que ça l'est, là, vraiment, OK, on fait des méga prisons, puis réellement, que tu sois le cousin ou en lien avec un gars des gangs, on t'enferme, là. Autant que c'est efficace, puis je comprends qu'au niveau des droits humains, c'est vrai que c'est touché, là. Mais on est rendu là parce que c'est ça, si je peux t'amener là-dessus, c'est qu'il y avait une opportunité dans les 20 dernières années de faire ce qu'on appelle le bon vieux ménage du printemps, de déréglementer un petit peu, de garder ça relativement égal. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a juste étalé ça vers l'avenir. On a tout mis la poussière en dessous du tapis, puis ça s'est accumulé. Et malheureusement, les petites mini-réformettes des partis centristes conservateurs, c'est plus suffisant parce que ça prend, littéralement, ça prend un remède de cheval pour tourner à l'équilibre qu'on était avant. Puis je comprends, vous allez dire c'est radical. Oui, mais c'est pas parce qu'on le fait pas de gaieté de cœur. On aurait pu le faire avant. Vous avez décidé de rien foutre. À un moment donné, l'horloge à tic, là, ça s'accumule à un moment donné. Là, on ne vit pas dans un vacuum. Là. Fait que quand ta chambre, ça fait quasiment 3 mois que tu ne l'as pas rangée, ben, c'est sûr que ça va prendre plus que 15 minutes de la ramasser. Ben, c'est un peu le même principe. C'est tout à fait humain. C'est pas parce qu'on tripe à ce point-là de faire des politiques radicales. Non, on analyse une situation. On voit clairement que pour se rendre où c'est qu'on veut se rendre, on n'a pas le choix d'aller plus loin que les autres ont fait avant, mais c'est nécessaire. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'extrême à penser ça. Par contre, si après ça, on décide de pencher vers l'autre bord puis à
à aller au-delà de la ligne qu'on s'était donnée, là, c'est un autre sujet. C'est ça. C'est savoir, c'est le certain beau risque à avoir, mais je pense que c'est ça. On est rendu là. Ben oui. Puis tu parlais tantôt du mec de Pizza Salvatore qui passait à l'émission de Marie-Louise Arsenault. Oui. C'est Tout peut arriver, c'est ça l'émission? Tout peut arriver, oui, c'est ça. Je suis d'ailleurs allé, il y a ça 3-4 semaines avant, moi et tout. J'ai vécu le traitement Marie-Louise Arsenault. Je savais que je tombais dans. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, cette émission-là est vraiment reconnue depuis des années comme étant un genre de dîner de con pour les gens de droite. Là. C'est vraiment un genre de cage au lion. Là. C'est de mettre vraiment à 4. Un peu un genre de tout le monde en parle avant que ça tombe en direct. Là, c'est moins pire un peu. Là. Mais avant, dans le temps, c'était carrément ça. Là. C'était vraiment un débat de 4 à 5 contre 1. Puis je suis zéro contre débattre avec des gens. Mais même si vous avez raison, débattre à 5 contre 1, ça se fait pas. Je suis désolé. Même si on serait 5 de droite versus une personne de gauche, c'est pas de même que ça se fait. T'sais. Mais je me suis bien défendu, mais c'est ça. Je pense pas me faire réinviter non plus. Puis on voit que M. Abatiello, il a fait l'expérience, puis lui tout, il était pas trop stressé d'y retourner. Fait que... Ben, c'est de ça que je voulais te parler, en fait, juste vite. Moi, c'est un de mes auteurs préférés, c'est Douglas Murray, puis il a dit, il y a plusieurs années, en fait, the LGBTQ plus A community, like, there's no such thing. There's no community. Tu sais, there could be no bigger chasm, un clivage entre les asexuals et les gays. Comme, c'est pas... Il y a beaucoup, beaucoup de bisbilles dans tout. Puis il est ouvertement gay, Douglas Murray, en plus. Ouvertement gay, absolument. Puis c'est probablement la personne qui se sert le moins de cette carte-là. Absolument. Parce qu'il dit, moi, je veux pas qu'on perde de temps, qu'on ralentisse le groupe à dire, moi, en tant que femme, moi, en tant que gay, moi, en tant que personne de couple. Il dit, non, fais juste me dire ton idée, puis on va la juger sur la table telle qu'elle est. Toi, tu penses quoi de ça? Je veux dire, de constamment ramener... de s'être approprié l'arc-en-ciel premièrement, et puis ensuite de dire il y a une communauté de ces personnes-là, alors que le progrès, je pense que c'est là, je pense qu'il y avait un petit rift entre toi et Pierre Lapointe. Un peu beaucoup. C'est parce que je me suis coltaillé, parce que quand je suis allé, il y avait Pierre Lapointe, le chanteur, qui était là pour parler de son album, puis je me suis un peu titillé avec durant l'intervention. Là. Ouais, parce que j'ai osé dire LGBTQ barbecue W40, comme on aime bien dire dans le podcast. Les gens ont pas beaucoup aimé ça. Là. Ça, puis l'hylogénie. J'ai utilisé trop de termes qu'on utilise dans le podcast avec ces gens-là qui comprenaient zéro. Là. Ils étaient très J'ai reçu un trans Buck Angel à mon émission, que lui dit exactement la même chose. C'est LGBTQ, pipi caca, comme il veut rien savoir de ce culte-là c'est quand en tant que transsexuel. On a fait un épisode de 2 heures exclusivement pour parler de ça. Frank et Yann m'ont donné une plateforme. J'étais super content dans le podcast Yann et Frank avec moi, mon ami Samuel Rasmussen, qui est ouvertement bisexuel, qui est un collaborateur à l'émission. Également William Lepage, qui est un auditeur qui est... je ne sais pas pour cocher des câbles, mais c'est plus pour éviter éviter de se faire envoyer des mises en scène de mœurs ou pour dire qu'on est des homophobes, qui était ouvertement, c'est ça, William, qui est ouvertement noir et gay, bisexuel. Puis tu avais Phoebe Laplante, une de mes amies, une de mes anciennes comparses du Parlement étudiant du Québec, qui est trans. Puis on a voulu faire vraiment un genre de discussion sur cet enjeu-là, relié à la fameuse étude de Gris Montréal qui avait sorti il y a à peu près un mois, que finalement, ce qu'on nous a présenté, puisque l'étude a montré, c'était complètement d'autres choses. Mais pour venir au point principal, moi, ce qui me titille, parce que bien évidemment, le but du mouvement gay, de la lutte pour le droit des gays, au départ, c'était quoi? Si on parle de Stonewall, des manifestations de Stonewall, puis même avant, c'était qu'à un moment donné, puis pas juste en Occident, globalement sur la planète, que des gens comme nous, gays, lesbiennes, bisexuels, et même trans, parce que je ne dis pas que ces gens-là existent, vivent en paix, puis qu'on ne soit pas tout le temps de dire qu'en passant je suis gay, en passant je suis ça, c'est qu'on devienne littéralement à un moment donné comme tout le monde, que nos droits soient faits, qu'on ait les mêmes droits de se marier, d'avoir des enfants, d'adopter, d'avoir une maison, de ne pas être discriminé dans notre travail. C'est ça le but. Et j'ai l'impression qu'on a... Moi, j'ai été au secondaire de 2007 à 2012 dans une polyvalente de région, Montmagny. C'est sûr que c'est peut-être différent qu'une polyvalente du centre-ville de Montréal. J'ai l'impression qu'on était comme dans la génération que c'était genre sur le bord d'être accepté. On était encore, oui, c'était accepté, mais à la limite, si tu étais out, tu te faisais encore traiter de tapette, mais that's it. J'étais chanceux, j'ai jamais vécu de violence physique ou j'ai jamais vu personnellement de violence physique durant mes années de secondaire. Puis je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Mon but, c'est pas de dire que c'est pas arrivé au Québec. Je comprends que l'intimidation, moi, j'étais un gars qui était taxé longtemps quand j'étais jeune. Là. Contrairement à ce que je suis aujourd'hui, j'étais un gars crivement introverti, je parlais pas beaucoup. J'étais un genre de nerd, j'avais pas beaucoup d'amis, fait que disons que je l'ai vécu, l'intimidation. Là. Mais c'est ça. J'ai l'impression que, mettons, autour d'à peu près 2014-2015, quand la Cour suprême des États-Unis a légalisé le mariage gay pour les 50 États, pour la question du Canada, qui était déjà réglée depuis près d'une vingtaine d'années, puis pour ce qui est de l'Occident, Amérique du Nord,
la cause était réglée, majoritairement parlant. Oui, il restera un peu comme les non-vaccinés durant la pandémie, il restera toujours un éternel 5% d'homophobes, de racistes, d'intolérants, mais ça ne sert à rien de mettre la pression dessus, ils partiront jamais. À la limite, peut-être vont partir, mais ça va se faire naturellement sur les décennies. Fait qu'au lieu de focusser davantage nos énergies sur les micro-luttes qui restaient ici, et davantage focusser ça sur les endroits où c'est que les gays sont martyrisés, ils se font jeter en bas de buildings, ils se font lapider, comme en Moyen-Orient, comme en Asie du Sud-Est, aux Philippines, en Afrique, dans les pays encore ultra-conservateurs, ultra-religieux. On a comme double down ici, dans l'ultra-diversité, dans l'ultra-wokisme. C'est, moi, l'exemple que je donne tout le temps, c'est la fameuse scène dans le film Forrest Gump. Quand Forrest, il court jusqu'à la ligne des buts dans le match de finale de football, c'est qu'il traverse la ligne, mais après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il continue de courir. Fait que, tu sais, c'est carrément genre, OK, là, on a traversé, on a atteint l'égalité, du moins dans notre région ici. Parfait, on va-tu s'occuper davantage à l'international? Non, là, ça prend des drag queens dans les écoles. Là, il faut... il y a toute la liste LGBTQ2, QIA+, comme dirait John Corvino, qui est ouvertement gay, qui est un prof d'université à la Mercer University. C'est commence à être long d'écrire sur un T-shirt. Là. Ça commence vraiment... Parce qu'à un moment donné, c'était censé être des minorités, mais là, c'est rendu que 200... Il y avait un article de la BBC en 2021 qui est rendu que 200 types de genres. J'étais comme, mon Dieu, comment... Même moi qui fais partie de cette communauté-là, en tout cas, dite communauté, j'ai de la misère à me retrouver. Imagine ma tante, imagine monsieur, madame, tout le monde. À un moment donné, c'est que c'est pas que les gens sont pas intolérants, c'est que c'est pouce, mais pouce égal. Laisse le temps aux gens de te rattraper. Tu cours, mais le monde sont essoufflés en arrière, là. Pas parce qu'ils sont intolérants, c'est qu'à un moment donné, ça prend le temps d'adaptation, puis aussi, il faut que la sociabilité des gens se fasse, il faut que le travail social, anthropologique se fasse. Mais là, je trouve qu'ils ont été réellement trop vite. On a trop adhéré au côté unique de beaucoup trop de gens. Puis je dis pas que ces gens-là n'existent pas, mais à un moment donné, on peut pas faire des micro-catégories pour des gens qui représentent même pas 0,1 d'un pourcentage de pourcent dans une société. À un moment donné, il faut être réaliste aussi, là. Et je pense que c'est davantage, je pense que ça aurait été davantage bon. Parce que l'exemple que je donne aussi tout le temps, c'est pensez-vous vraiment que vous allez convaincre des prêtres orthodoxes ultra-conservateurs en Russie ou des preachers chrétiens au Botswana que l'homosexualité, c'est pas un péché et que c'est des gens tout à fait normaux comme vous et moi si l'exemple supposément suprême de la diversité, c'est une drag queen? Puis j'ai rien contre les drag queens. Ils ont leur place dans leur cabaret. Mano Lamotte, je l'adore. C'est du burlesque, c'est un spectacle pour adultes. Ils ont leur place. Mais il n'y a jamais eu de conseil de Nicée, de gay mondial pour décider que, OK, qui devrait aller faire des cours premièrement, qui devrait aller voir les enfants? Ah, ça devrait être les drag queens. On vote à l'unanimité, puis c'est un vote unanime. C'est exactement comme le conseil du statut de la femme. Il y a des décisions qui prennent, que c'est pas toutes les femmes. Les femmes n'ont pas été consultées pour ça, puis sont pas nécessairement d'accord. Mais c'est un peu ça. C'est que de plus en plus, j'ai l'impression que beaucoup des gens du LGB, et même une partie du T commence à l'impression que le Q2+, commence à lui tirer, à les éclabousser, eux autres aussi de manière négative, alors qu'ils sont pas responsables de ça. Et je me suis fait traiter d'homophobe pour ça, alors que je le suis ouvertement gay, c'est un peu drôle. Mais tu sais, alors que je trouve que puis l'exemple de l'étude de Gris-Montréal qu'il y a eu, qui a été publiée, que supposément les représentants nous disaient là, il y a eu une montée de l'intolérance. OK, de l'intolérance de quoi? Ou du mal à l'aise. Il y a une montée de mal à l'aise envers les jeunes Québécois, Québécoises par rapport à la diversité sexuelle. OK? D'où vient ce mal à l'aise? Quelles sont les raisons de ce mal à l'aise? Zéro pin bar. Alors que là, toutes les chaînes de télé puis les journaux ont tout écrit pour dire que c'est l'homophobie est de retour au Québec, tout ça. Ouais, mais quand t'as 14-15 ans puis ta meilleure amie te dit que t'es gay, si tu commences ta vie, là, tu peux avoir un mal à l'aise légitime sans nécessairement comprendre tout, mais ce mal à l'aise-là peut à un moment donné disparaître aussi, tu sais. On le sait pas. Puis également, les représentants de Gris-Montréal qui disent c'est la faute de la montée de l'extrême droite puis du masculinisme, alors qu'il y avait rien dans l'étude qui expliquait ça. C'était une analyse 100% subjective. Puis leur solution, c'était quoi? Double down. On double les programmes, on continue, on pousse la diversité encore plus parce qu'ils n'ont pas encore compris les jeunes. Au contraire, les amis, vous allez faire... Vous faites ça, ça va être 2 fois pire. Sérieusement, là, puis je le vois tranquillement, là, pas tout de suite, mais je le vois tranquillement revenir, tranquillement pas vite, là, un certain retour d'une homophobie qui était quasiment disparue. Là, des jeunes aux États-Unis dans une école secondaire qui déchirent le drapeau arc-en-ciel parce qu'ils l'ont en l'année longue, sont juste plus capables. Puis je suis sûr que la majorité de ces jeunes-là sont pas homophobes, sont juste
À un moment donné, c'est ça, c'est pas qu'on est contre les gays, c'est qu'à tous les jours, on nous parle de ça, ça crée nous patience. C'est comme si à tous les jours, on mangerait du poulet. À un moment donné, c'est pas être anti-poulet, c'est qu'à un moment donné, c'est carrément ça. Fait que c'est pour ça que je pense que faut retourner à une époque plus normale, faut retourner en mode pédagogique. Ça prend des gens, je vais pas me flatter ses épaules, mais des gens comme moi, des gens comme mon ami Phoebe, qui est trans, qui est pas la plus flamboyante que pas, des gens qui sont comme toi puis moi, dans l'espace public, qui ressemblent à tout le monde, comme monsieur, madame, tout le monde, pour expliquer, pour faire de la pédagogie, pour dire que voici qui sont les gays, les lesbiennes aujourd'hui. OK, vous pouvez encore avoir votre gay pride comme vous voulez. Par contre, c'est ça, j'aimerais qu'il soit beaucoup moins sexualisé qu'avant. Là. Il y a eu une raison pour ça à l'époque, mais là, je pense qu'on n'est plus rendu là pantoute. Mais que l'hypersexualisation puis le genre de culte derrière ça, que c'est comme quasiment un mode de vie. On vit LGBT, on mange LGBT, on s'habille LGBT, on parle LGBT, alors que c'est juste avec la personne avec qui tu couches le soir, là, où t'es attiré sexuellement, majoritairement parlant. C'est pas un style de vie. C'est un peu comme quand voyons, George Carlin, il comprenait pas la Saint-Patrick, parce que lui, c'est un Américain d'origine irlandaise, puis il disait, il y avait des discussions marquées « Proud to be Irish ». Je dis, pourquoi je devrais être fier de quelque chose que c'est pas moi, que j'ai reçu à la naissance, que c'est pas moi, via mon dur labeur, qui l'a atteint cet objectif-là. Pourquoi? On peut être fier de son origine, ça, c'est correct, mais le côté comme fier par défaut, j'ai de la misère à pogner là-dedans, mais je comprends que ça prenait ce côté-là de fierté pour faire avancer nos droits. Et je sais que je parle présentement sur les épaules de centaines de personnes avant moi qui ont eu la vie beaucoup plus difficile pour que je puisse m'exprimer aujourd'hui comme ça. Mais je veux pas être un bébé gâté, mais quand c'est rendu que Christian Dufault, qui lui également aussi est ouvertement gay, nous dit qu'au Maroc, la communauté gay refuse désormais d'utiliser le drapeau arc-en-ciel parce que là-bas, c'est quasiment rendu aujourd'hui comme une sorte d'emblème de la dépravation sexuelle de l'Occident, là, je me dis, il y a quoi qui marche pas, là. Présentement, là, on fait de la job, là, on recule, slacker le train un peu, parce que présentement, on recule pas à peu près. Et c'est ça. Je pense qu'il y a une réelle réflexion à faire, puis je pense qu'il y a une majorité silencieuse de personnes de la dite communauté LGBT qui n'osent pas parler de peur de se faire traiter un peu comme Éric Duhem, qui avait sorti son dernier livre, L'homosexualité, le dernier gay, que t'es pas un bon gay. Tous les gays sont de gauche, Jason, bien évidemment. Hein? Un gay de droite, ça n'existe pas. Ah, plus que tu penses. Fait que, non, c'est ça. C'est une lutte de tous les jours. George Carlin, wow. J'ai tellement partagé souvent cet extrait-là, ça, puis celui sur l'environnement, justement. C'est hallucinant, c'est tellement bon. J'aimerais ça qu'il soit vivant encore aujourd'hui. Moi, je serais curieux ce qu'il dirait sur l'époque Trumpiste. Il y en aurait long à dire, j'ai l'impression. Hein. C'est tellement un devin d'avant le temps, quasiment 30-40 ans avant. Il prédisait quasiment tout ce qui allait arriver, puis ah non, on dit souvent qu'Yvon Deschamps, c'était un peu notre équivalent québécois. C'était plus un genre de raconteur. Il était moins critiqué un peu, mais lui, c'était vraiment comme un genre de philosophe qui te faisait rire, mais qui te faisait crivement réfléchir. Puis non, je réécoute encore ses sketchs, puis ça a très bien vieilli. En fait, c'est qu'il critique le mot fierté. Like, why pride? Ouais. Tu serais pas fier d'être 6 pieds 2 ou d'avoir une prédisposition pour le cancer du côlon. C'est pas quelque chose qui est réservé à la fierté. Il dit sois heureux, be happy. Be happy that you're Irish. Be happy that you're Italian. Be happy. C'est juste comme on n'utilise pas les mots de la bonne façon. Puis bon, à notre époque, c'est... Puis en passant à manger du poulet à tous les jours, je viens juste d'apprendre que David Lynch mangeait du thon à tous les jours. C'est ça qu'il mangeait à tous les dîners. Puis il disait que la routine de manger tout le temps la même chose, de porter tout le temps les mêmes vêtements, un peu à la Steve Jobs, lui permettait ensuite à l'intérieur d'être un artiste et d'être plus extravagant. Je trouvais ça super impressionnant comme point. C'est la liberté des gens qui font ce qu'ils veulent, mais tant que c'est ça qui ne l'impose pas à tout le monde. C'est aussi simple que ça. Hein? Fait que, liberté d'action et de... C'est ça. La vie dans la société, c'est pas mal ça. Ben Joey, écoute, on a fait le tour pas mal. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. C'est sûr que c'est pas la dernière fois si tu as apprécié de ton côté aussi. Absolument. Anytime. Merci. Yes.